pris la parole. On va lui proposer de partager son écran et de prendre la suite pour les interventions. Puisque la question, c'est la place de l'arbre dans la gestion des eaux de ruissellement sur la communauté métropolitaine de Montréal. Parfait. Donc, c'est parti. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler justement de gestion des eaux pluviales et d'arbres en ville. Donc, je suis professeure associée à l'INRS et aussi directrice du Centre Eau-Terre Environnement. L'INRS, c'est une université qui offre des solutions à la société basées sur la recherche scientifique au Centre Eau-Terre Environnement. Bien, le nom l'évoque. On est spécialisé dans toutes sortes de domaines. Ça a été créé notamment par la fusion de deux centres de recherche, dont un centre spécialisé en eau. Donc, je vous dirais que plus de la moitié de mes 36 professeurs-chercheurs ici sont spécialistes dans différents domaines de l'eau. Alors, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de leur recherche, mais je vous présenterai les travaux d'une collègue, le groupe de travail ici aujourd'hui. D'emblée aussi, j'aimerais vous dire que les travaux que je vous présente n'ont pas tous été réalisés à l'INRS parce que ça fait même pas encore 1 an que je suis dans mes fonctions ici. Alors, les travaux qu'on m'a demandé de présenter font partie de travaux que j'ai réalisés lorsque j'étais chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki avec différentes équipes de recherche et aussi basés sur des travaux réalisés par la Société québécoise de phytotechnologie. Donc, merci beaucoup de m'accueillir avec vous aujourd'hui pour vous parler de ces travaux-là. Donc, on va faire d'abord un premier survol d'historique des inondations, de tendances, contexte en changement climatique, d'enjeux d'adaptation, revoir quelques éléments économiques, comparer des infrastructures grises avec des infrastructures vertes et finalement se tourner vers les services écologiques livrés par la Ceinture verte du Grand Montréal et les arbres de rue de Montréal, qui était en fait l'étude qui avait intéressé les interlocuteurs qui m'ont contacté pour venir vous faire la présentation aujourd'hui. Alors, au Québec, on a quand même été marqué par un historique d'inondation populaire. Ce que vous voyez ici, les Québécois reconnaîtront peut-être la petite Maison-Blanche en 1996 qui avait résisté au déluge du Saguenay. On s'entend quand on parle d'un déluge de cette proportion-là, ce n'est pas quelques arbres de rue qui peuvent arriver à solutionner l'enjeu, mais c'est pour dire qu'au Québec, on a été marqué par cet historique-là. D'ailleurs, dans l'histoire plus récente, on est souvent confronté aux inondations. Là, c'est une image en 2017 des crues printanières qui avaient coûté très cher, qui avaient forcé beaucoup d'évacuations, endommagé bien les routes, des bâtiments, des maisons. Mais encore une fois, quand on parle de crues printanières, ça peut sembler difficile de contrôler ça à l'aide de quelques arbres, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour contrer les inondations chez nous. Donc, traditionnellement, les mesures qui ont été prises, c'est des mesures réglementaires et on a aussi construit des digues, on a aussi voulu améliorer notre connaissance, la délimitation des zones inondables. Mais malgré tout ce qui s'est passé depuis les années 70, en 2016, le Québec recevait une cote de C dans une étude qui explorait notre préparation des provinces canadiennes face aux inondations en contexte. Donc, ce n'est pas heureux, on n'est pas encore parfait dans notre gestion de l'eau. À l'échelle planétaire, on le sait, avec les changements climatiques, on s'en va vers une augmentation de la fréquence des fortes précipitations. Et au Québec, ce n'est pas différent. Selon les études d'Ouranos, on va avoir une augmentation des précipitations abondantes et extrêmes et aussi une augmentation de la quantité maximale annuelle des précipitations. Évidemment, ça va changer selon les régions au Québec, mais reste qu'on risque de voir plus d'eau plus fréquemment. Donc, il faudrait bien penser s'y adapter. Revenons encore en arrière. En 1987, j'étais tout petite, j'avais 7 ans. J'ai été marquée de traverser un viaduc qui était complètement submergé. J'avais de l'eau jusqu'au cou. Il fallait que je nage. Ma mère me tirait la main pour rentrer de la garderie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a aussi marqué l'imaginaire, notamment à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a reçu des précipitations vraiment intenses, là, plus de 100 mm en un peu plus d'1 heure, alors que la capacité de nos réseaux d'égouts était d'environ 40 mm par heure. Et là, on se rend compte qu'on a un enjeu. Vous voyez l'autoroute des Caries qui était littéralement un lac. Il a fallu évacuer les gens à l'aide d'échelles. L'enjeu, c'est que nos systèmes d'égouts sont basés sur des moyennes de précipitation du passé. Donc, on a un impact majeur dans la gestion de l'eau dans les zones urbaines.
Et si on ne va pas dans des éléments aussi cataclysmiques extrêmes, parce que là, évidemment, on voulait marquer l'imaginaire ici, on peut simplement penser à une hausse des débordements et des refoulements d'égouts qui ont des conséquences majeures pour la salubrité des domiciles, disons, mais aussi pour la qualité des écosystèmes récepteurs. Donc, les inondations, on le sait, ça coûte très cher, tant au niveau social, environnemental qu'économique. Là, des indemnisations qui sont en forte croissance. D'ailleurs, d'année en année, ça nous coûte toujours plus cher d'indemniser les victimes d'inondations. Et il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas d'indemnisation tout court et ça cause des impacts sur la santé physique, mais aussi la santé mentale des occupants. Donc, il faut vraiment repenser notre façon de prévenir les inondations. Moi, je suis une écologiste de formation. J'aime toujours essayer de trouver des solutions inspirées de la nature pour mieux gérer nos écosystèmes urbains, parce que je suis aussi une urbaine. J'habite en ville. Donc, si on se rapporte dont l'eau s'écoulait avant l'urbanisation, on voit qu'il y avait énormément d'évaporation et de transpiration qui était faite par les massifs végétaux et beaucoup d'infiltration aussi de recharge de l'eau phréatique du sous-sol, mais somme toute, peu de ruissellement de surface. Alors qu'en contexte urbain, les proportions sont totalement changées et c'est surtout du ruissellement de surface là, qui cause les enjeux auxquels on est confronté actuellement. Historiquement, on a géré les grands volumes d'eau beaucoup à l'aide d'infrastructures grises, là, des approches dures basées sur du béton. On voit ici un des collecteurs d'égouts de la ville de Montréal là, qui a été nettoyé pour être mis en valeur au musée Pointe-à-Calière dans une exposition d'ailleurs qui marque aussi l'imaginaire. Et on sait que ce genre d'infrastructure-là coûte cher, surtout si on a un réseau d'égouts unitaire. Là, donc, à chaque fois qu'il y a des gros volumes de précipitations, ça prend des conduites surdimensionnées pour gérer tous les volumes d'eau. Et ça peut coûter des milliers de dollars en infrastructure là, pour la gestion de chaque mètre cube d'eau. Et ces infrastructures physiques-là, ils sont voués à une inexorable dégradation physique avec le temps. Ils servent à une seule fonction et bien souvent à temps partiel. Donc, on a des grosses conduites ou des gros bassins récepteurs et il y a de l'eau seulement une fois de temps en temps à l'intérieur. Donc, ça offre un faible potentiel de résilience. Quand on pense aux infrastructures naturelles, on fait référence à un réseau interconnecté d'espaces verts et bleus qui préserve la valeur et la fonction de nos écosystèmes naturels en fournissant des bénéfices aux populations humaines, notamment. Les infrastructures naturelles peuvent nous aider à gérer l'eau en milieu urbain. Ça représente une capacité à absorber des perturbations environnementales pour nous aider à être plus résilients. Il y a des avantages économiques à ça, notamment à cause des services écosystémiques qui sont livrés par les milieux naturels, particulièrement les milieux humides qui sont très productifs. Et la captation des eaux de pluie dans ces infrastructures-là va nous aider à atténuer la pression sur les réseaux d'égouts, mais aussi éviter les surverses qui sont nocives pour les milieux récepteurs. Il y a une étude récente par ma collègue Sophie Duchesne, ici à l'INRS, qui a démontré que les infrastructures grises seules coûtent très cher pour gérer chaque mètre cube de volume d'eau, alors que les infrastructures naturelles seules pourraient coûter beaucoup moins cher, mais ce n'est pas toujours évident dans la trame urbaine de les. Donc, on peut trouver des compromis aussi en alliant les infrastructures grises avec les infrastructures naturelles pour réussir à optimiser notre gestion des eaux pluviales. Alors, je vous présente ici la trame verte et bleue de la ceinture verte du Grand Montréal. En fait, ça délimite là, plus largement l'espace de la ville de Montréal. On est vraiment à une échelle un peu plus grande. Et à l'intérieur de ce territoire-là, il y a une évaluation qui a été faite en 2012 là, des services écologiques qui démontre qu'on aurait une régulation des crues et des inondations importante pour une valeur d'environ 165 millions de dollars par année qui est offerte par cette ceinture verte du Grand Montréal. Si on se penche un peu sur les différents types de systèmes qui livrent des services écosystémiques au sein de la ceinture verte du Grand Montréal, on constate que le territoire urbain et développé n'a pas fait l'objet d'une étude chiffrée sur la valeur des services écosystémiques. On se dit, si c'est plein de béton, ça ne doit pas livrer beaucoup de services écologiques, donc on ne s'était pas intéressé à ces enjeux-là en 2012. Mais nonobstant ceci, malgré l'absence de considération pour le milieu urbain, la valeur des services écosystémiques rendus par la ceinture verte du Grand Montréal, excédant là, simplement la gestion des eaux pluviales, se chiffrerait à 4,3 milliards de dollars par année. Et c'est un chiffre, évidemment, qu'on ne pourrait pas se payer autrement, là, si on ne misait pas un peu sur les infrastructures naturelles. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on n'a pas misé non plus sur les phytotechnologies urbaines. Donc, les arbres de rue ne sont pas nécessairement considérés dans cette évaluation-là.
Donc, je me porte vers une autre étude un peu plus récente qu'on a publiée en 2018 lorsque j'étais à la Fondation David Suzuki, justement sur le rôle des infrastructures naturelles dans la prévention des inondations dans la communauté urbaine de Montréal. Et c'est une étude qui a été réalisée notamment avec la firme Eco2Herb, là, Jérôme Duprat et compagnie, qui nous ont aidés à réaliser la modélisation. Donc, l'objectif de cette étude-là, c'était à l'échelle de l'île de Montréal de voir quel est le rôle des arbres urbains dans la réduction des risques d'inondation et aussi à l'échelle de la CMM, évaluer le rôle des milieux naturels boisés dans la réduction des risques liés aux inondations. Je vais me concentrer sur la section qui porte sur les arbres aujourd'hui. Donc, on a inventorié 413 297 arbres publics urbains qui étaient géoréférencés sur l'île de Montréal à travers nos 16 arrondissements et les villes liées. Et on a utilisé une modélisation mathématique et géographique pour comprendre quel est le rôle de ces arbres-là dans la mitigation des inondations, mais plus largement la livraison des services écosystémiques. Donc, on s'est basé sur les espèces spécifiques, leur emplacement géographique et le diamètre à hauteur de poitrine des arbres pour faire une modélisation mathématique à l'aide d'un logiciel développé par le Service américain des forêts du département de l'agriculture qui s'appelle iTree. Et en rentrant quelques paramètres clés, ce logiciel-là nous exporte des valeurs de services écologiques rendus, entre autres l'évitement du ruissellement de surface. Donc, vous voyez une carte spatialisée des services écosystémiques. La petite carte, donc complètement en haut à gauche, porte sur l'évitement des eaux de ruissellement. Donc, on voit que certains arrondissements de Montréal qui ont une valeur un peu plus foncée, donc qui contribuent plus largement à l'évitement du ruissellement dans le cadre de cette étude-là, probablement parce qu'ils ont une canopée fort intéressante. Les arbres publics de Montréal, en fait, ils offrent des services écologiques pour une valeur d'environ 4,3 millions de dollars en tout, ce qui n'est pas négligeable. Et simplement pour l'évapotranspiration ou l'évitement des eaux de ruissellement, on a quand même, en fait, pour les évitements d'eau de ruissellement, on a une valeur monétaire de 141 000 $ par année. Je m'excuse, il y a un téléphone qui sonne, il est très, très loin de moi. J'espère que ça ne vous déconcentre pas trop. Je ne sais pas comment l'interrompre. Alors, ce qui a été pertinent de cette étude-là, c'est une des premières pour laquelle on s'intéressait justement au rôle des arbres de rue qui sont sur le domaine public. Cette étude-là, une de ses limites, c'est qu'au moment de réaliser l'étude, on n'avait pas l'ensemble des arbres qui étaient dans les parcs naturels de Montréal. Donc, c'est sûr que ces valeurs-là peuvent être augmentées. Si on s'est vraiment consacré aux arbres de rue qui pouvaient être géoréférencés. Et fait intéressant, cette nature-là peut aussi servir à faire de la sensibilisation. Donc, ce que vous voyez sur l'image à droite, c'est un exemple d'une des centaines de petites pancartes qui ont été affichées un peu partout dans la ville pour sensibiliser les citoyens face à l'importance des services rendus par les arbres qui croisent tous les jours. C'est une façon un peu de personnifier les arbres qui sont importants pour nos citoyens, de leur faire rendre compte qu'ils ne sont pas seulement beaux, grands et forts, mais qui jouent aussi un rôle, ils ont une valeur économique importante pour notre municipalité. Donc, les arbres de rue sont des infrastructures naturelles, oui, mais c'est aussi une phytotechnologie qui aide à rendre les villes un peu plus viables. Et là, maintenant, j'aimerais vous entretenir des phytotechnologies qui sont en fait l'utilisation de plantes vivantes pour résoudre des problématiques environnementales. Et c'est souvent de façon ingénieuse, optimisée là, par l'être humain. Donc, au lieu de juste planter un arbre, on met des végétaux en bandes riveraines, en haies brise-vent, en marais filtrants, en arbres de rue avec des structures pour gérer l'eau, sur des sites contaminés, en clôture brise-vent, en toiture végétalisée. Et tout ça nous aide à optimiser la livraison de services écosystémiques. C'est à ça qu'on fait référence quand on parle de phytotechnologie. Et bien entendu, les arbres font partie de ces phytotechnologies-là. Notamment, les arbres peuvent être implantés dans des biorétentions. On voit ici, c'est une noue végétalisée qui a été aménagée tout près d'un pavillon qui est net zéro carbone, en fait, un nouveau pavillon d'accueil dans
dans un des parcs publics de Montréal. Et ben non, il n'y a pas encore personne de couché dans cette noue végétalisée-là pour la sauvegarder, mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même un cycliste à proximité, donc ça pourrait se produire. Je ne sais pas si ça serait par amour, mais ça, c'est une photo qui a été prise au moment de l'implantation de cette noue végétalisée-là. Et aujourd'hui, la végétation, en fait, est tellement importante à certains endroits qu'on ne verrait pas le cycliste déambuler de l'angle où j'étais en prenant la photo. Donc, ces systèmes de biorétention-là sont de plus en plus populaires, notamment à Montréal. On voit ici le long de l'avenue Papineau des biorétentions qui ont servi aussi à faire des projets de recherche. Donc, de voir avec ou sans arbres, avec quel type de substrat au fond, avec quel type de plante, est-ce qu'on peut arriver à avoir les meilleurs systèmes. Les systèmes de biorétention existent depuis un peu plus de 20 ans au Québec et c'est un système qui tend à s'accroître parce que là, on a un ouvrage de rétention des volumes d'eau qui peut aussi servir d'autres services écologiques. Donc, contrairement aux égouts surdimensionnés que je vous ai présentés au début de ma présentation, bien ici, on peut avoir des pollinisateurs qui vont venir butiner, même s'ils ne sont pas constamment inondés, remplis d'eau. Donc, ça sert à plusieurs choses. Alors, nos biorétentions, avec ou sans arbres, peuvent permettre d'infiltrer l'eau dans le sol ou être connectés au réseau d'égouts, un peu pour jumeler justement les capacités des infrastructures naturelles avec les infrastructures grises. Donc, en conclusion de ma présentation, je vous invite notamment à vous intéresser au projet de ma collègue Sophie Duchesne, qui est une professeure ici à l'INRS, qui est en train de lancer une chaire de recherche municipale en gestion durable des eaux. Et c'est une façon de voir une gestion intégrée des eaux qui outrepasse la gestion en silo conventionnelle. C'est-à-dire, avant, on pensait à l'eau potable, à l'eau des égouts, puis à l'eau dans la nature. C'était trois choses différentes. Donc, les travaux de Sophie contribuent justement à faire une gestion intégrée de toutes ces infrastructures-là. Et parmi ces travaux, ben, elle s'intéresse notamment aux biorétentions, à la réduction des volumes de débordement en temps de pluie, mais aussi à l'intégration des infrastructures vertes et grises et des contrôles dynamiques là, entre ces infrastructures-là. Et elle est en train d'amorcer, en collaboration avec l'Université du Québec en Outaouais, une étude détaillée des processus hydrologiques. Donc, qu'est-ce qui explique justement l'évapotranspiration, l'infiltration, comment est-ce que les arbres peuvent jouer un rôle dans la gestion des eaux pluviales. Et évidemment, l'utilisation des arbres de rue va nous aider à être plus résilients en contexte de changement climatique, mais je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre connaissance d'autres ouvrages de référence qui pourraient vous intéresser. Donc, que ce soit des travaux réalisés publié par la Fondation David Suzuki, donc par rapport aux forces, faiblesses, contraintes et opportunités des phytotechnologies. Qu'est-ce qui empêche le déploiement à grandes échelles de ces ouvrages phytotechnologiques-là dans le paysage? Et des travaux aussi sur le financement de ces infrastructures naturelles et des phytotechnologies, donc des réflexions qui vont nous porter à voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les villes ou les propriétaires terriens privés vont vouloir financer ces infrastructures-là de manière novatrice. Du côté de l'éducation, ben, venez voir les fiches de la Société québécoise de phytotechnologie sur les biorétentions, la phytoremédiation, les toits végétalisés, bientôt apparaître, en fait, qui va coïncider avec notre colloque annuel le 5 mai à Montréal, au Jardin botanique, une nouvelle fiche sur les murs végétalisés qui pourrait vous intéresser. Donc, c'était la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je suis disposée à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Louise. Merci pour cette présentation au pas de course et on a pris plein de nouvelles informations, d'approches vraiment innovantes et intéressantes, notamment sur le côté économique, parce que tu parles de financement, mais tu parles aussi de valeur économique, des bénéfices et des services écosystémiques. Et je pense que c'est un levier fort finalement pour l'évolution des méthodes que l'on va utiliser pour la gestion des eaux pluviales. Et je pense que c'est des éléments qu'on doit développer absolument en termes de sensibilisation finalement. Au-delà de sensibiliser nos urbains aux services écosystémiques, travailler sur cette valeur économique qui, en tout cas, ça peut motiver les citoyens, mais ça motive souvent les politiques et les décideurs. Donc, merci beaucoup. On n'a pas de questions. On avait une question à laquelle Alexandre a répondu là, sur les diamètres, diamètre à 1 mètre, diamètre à hauteur de poitrine, donc 1,40 m du sol.
Laetitia a renvoyé sur un certain nombre de choses. Pas de questions particulières pour Louise pour l'instant. Alors, on va céder la parole à Ghislain Breton de la Ville de Québec. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour cette possibilité de venir vous présenter un peu ce que la Ville de Québec fait dans les dernières années. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter vraiment une approche multidisciplinaire et concertée pour une intégration réussie des infrastructures vertes dans les quartiers centraux de Québec. On va le voir au cours de la présentation, c'est vraiment un travail d'équipe de plusieurs professions et de plusieurs unités administratives différentes pour en arriver à pouvoir intégrer à la fois l'arbre urbain, mais aussi les pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. Question de faire un portrait. Je viens vous présenter aussi un peu c'est quoi la forêt urbaine de Québec, c'est quoi la canopée de Québec, dans quel contexte aussi tout a débuté. Tantôt, Hervé a bien présenté pour la capitale de Lyon beaucoup d'éléments qui se représentent aussi à la ville de Québec. Donc, un peu comme Lyon, on avait dans le fond la vision de l'arbre en 2015 avec le plan canopée. En fait, notre objectif, c'est faire passer l'indice de canopée de 30 à 35 Si on inclut la couronne forestière de Québec qui est sur le territoire même de la ville, ce qui est différent de la grande région de Montréal, là, tantôt qui a été présentée par notre collègue. Donc, c'est 52 du territoire de la ville de Québec qui est couvert d'arbres. C'est 115 000 arbres d'alignement, 50 boisés urbains d'envergure à l'intérieur de la trame urbaine. C'est 200 km de berges, 90 km de sentiers. Au niveau des bénéfices de la forêt, je ne les passerai pas tous, mais deux faits intéressants, c'est plus de 7,5 millions par année en services écosystémiques fournis par les 115 000 arbres d'alignement municipaux, ce qui exclut tous les boisés naturels. C'est environ 63 000 mètres cubes d'eau de pluie qui est détournée du système d'égout annuellement. La Ville de Québec, dans les dernières années, a adopté en 2015 la vision de l'arbre 2015-2025, a fait un bilan de mi-mandat l'été dernier, mais on a aussi adopté la nouvelle stratégie de développement durable de la ville qui comporte 5 grands défis collectifs, soit la cohésion sociale, la santé globale, la décarbonisation et la résilience, ainsi que la transition. Et la vision de l'arbre, donc l'arbre urbain et la gestion des eaux est vraiment présent dans la santé globale, décarbonisation et la résilience. Un des éléments très importants dans les quartiers centraux, c'est vraiment, dans le fond, la déminéralisation, le verdissement, question de s'adapter et d'être plus résilient aux changements climatiques. Ce qu'on voit ici, c'est un projet de rue de la rue Bouffard. On va y revenir plus en détail. C'est vraiment un projet là, de déminéralisation, de retrait de surface imperméable, vraiment au cœur de la ville. Un des éléments, je pense, qui est très important à Québec de plus en plus, c'est qu'il y a une volonté citoyenne forte pour la plantation, un peu moins pour les infrastructures vertes, mais de plus en plus. Il y a aussi des demandes politiques en ce sens, très importantes, de dire verdissons plus. La disponibilité en arbres, elle est présente. L'ensemble des services sont prêts à faire une conciliation des besoins d'aménagement pour des espaces restreints. Par contre, ce qui nous reste à accomplir, puis c'est un peu l'image que je vous soumets aujourd'hui, c'est malgré toute cette grande volonté, il reste un défi important de créer l'espace dans ces milieux denses. Puis il y a un niveau de complexité beaucoup au-delà de l'arbre. C'est l'arbre, c'est le besoin en mobilité active, c'est le besoin en piste cyclable, c'est le besoin en verdissement. Donc, c'est vraiment une concertation multidisciplinaire pour pouvoir venir installer de la gestion optimale des eaux pluviales et du verdissement dans ces milieux, malgré que la volonté, elle est présente. Donc, un des éléments qu'on avait développé dans les dernières années, c'est l'approche de rue conviviale qui permet de modifier l'approche de comment on conçoit la rue. Donc, l'approche traditionnelle est vraiment dans une notion de fluidité et d'éléments très techniques des réseaux urbains. L'approche de rue conviviale, ce qu'elle souhaite, c'est plutôt partir du cadre bâti vers le centre de la rue pour vraiment intégrer ce qu'on appelle la rue dans son milieu et non pas juste une approche de voirie, ce qui nous permet de mieux faire une répartition de l'espace beaucoup plus équitable entre l'ensemble des besoins, ce qui permet d'intégrer beaucoup plus facilement des végétaux et la gestion optimale des eaux pluviales. Un des éléments très importants, c'est concilier l'infrastructure et le milieu de vie.
D'un côté, on a des spécialistes très spécialisés dans l'arbre et de l'autre côté, on a une multitude d'intervenants qui vont intervenir sur le milieu. Donc, c'est vraiment une multidisciplinarité qui permet d'atteindre nos objectifs et c'est ce travail complémentaire, autant au niveau des grandes planifications urbanistiques, au niveau du design urbain, que jusqu'à l'échelle de réalisation des projets, que ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Pour nous, il y a 4 grands éléments. L'étape 1, c'est la planification. L'étape 2, c'est les citoyens. De plus en plus dans l'ensemble de nos projets, il y a de la consultation, parfois de la concertation, des fois des ateliers de co-création, on va en venir, mais c'est un élément hyper important. Le citoyen est le plus grand spécialiste de son milieu de vie, donc il faut l'intégrer très tôt dans le processus. Je vais vous présenter quelques projets et bien sûr, ce qui s'est développé en recherche et innovation à Québec dans les dernières années. Donc, rapidement, au niveau des outils de planification disponibles, l'arbre est vraiment couvert par la vision de l'arbre, mais aussi par l'axe vert des rues conviviales. Et un des éléments de l'axe vert des rues conviviales, c'est le lab de déminéralisation qui va se déployer à très grande échelle que je vais présenter. Au niveau du milieu, encore une fois, les rues conviviales, mais bien sûr, la stratégie de développement durable, la vision de l'habitation avec ses milieux de vie durables. Donc, on voit, on a plusieurs outils qui nous permettent d'intervenir. Dans le cadre de la vision de l'arbre, la Ville de Québec, en fait, est constituée de 3 types de milieux, si vous voulez, qui nous permettent de venir intervenir de manière très différente. Donc, au centre-ville, on a vraiment ce qu'on appelle les centres urbains. C'est des noyaux villageois, des faubourgs très, 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 très denses. C'est un peu l'image que je vous présentais en amont. Donc, ça va être beaucoup plus des stratégies de déminéralisation, de plantation sur propriété privée. Un peu comme Lyon, à Québec, c'est 75% du territoire qui est privé, 25% du territoire qui est public. Donc, il y a vraiment une grande intervention aussi en dehors des réseaux municipaux. Après ça, vous avez un peu la première couronne, si vous voulez, qui est les quartiers résidentiels urbains, où ce que là, on a un peu plus d'espace, on va être un peu moins dans la déminéralisation, mais beaucoup plus dans la plantation, la protection des éléments présents. Puis on a vraiment les quartiers suburbains avec la grande couronne verte, où ce qu'on est beaucoup plus en protection des milieux naturels déjà présents et très perméables. Donc, rapidement, pour vous présenter comment on en arrive à nos analyses, on a les tronçons de rue, on a les lots, on a plusieurs types de milieux, on a des indices de canopée par quartier, ce qui fait qu'on a une machine, si vous voulez, une analyse multicritère décisionnelle qui nous amène après ça à les 22 500 tronçons de rue de la Ville de Québec. Est-ce qu'ils sont plus en protection, en plantation ou en déminéralisation pour vraiment cibler les efforts dans les milieux les plus opportuns. Au niveau de la déminéralisation, donc je vous donne un exemple, quand on intervient sur les tronçons de voies publiques, on est beaucoup plus dans des projets, ce qu'on appelle de rues conviviales, de labs de verdissement, de gestion optimale des eaux pluviales. Puis quand on est sur les lots, dans le domaine non municipal, on a mis en place des appels à projets pour la déminéralisation. Puis on a aussi l'intervention sur nos propres lots, donc dans nos cadres de nos projets, donc les parcs, les bibliothèques, où ce qu'on peut intervenir. L'approche participative, un concept inclusif. Ce que vous voyez actuellement, la photo, c'est une de nos ateliers de co-création où ce qu'on a élaboré des scénarios où ce que les citoyens viennent se prononcer. Vous pouvez voir, exemple, des petits collants verts. Les citoyens viennent coller qu'est-ce qu'ils apprécient le plus, qu'est-ce qu'ils apprécient le moins. Ça nous permet rapidement, après ça, de retourner en conception et de voir quels sont les éléments les plus appréciés, ceux qui sont un petit peu plus difficiles. Mais ça permet aussi d'être à l'échelle. Donc, pour le citoyen, ça lui permet de voir concrètement qu'est-ce qui peut s'établir dans la rue et qu'est-ce qu'il ne se peut pas. On déploie aussi des outils de sondage web et bien sûr des présentations. L'objectif, créer un dialogue ouvert avec les citoyens. C'est un enrichissement et une appropriation communautaire du concept parce que souvent, il y a des informations qui ressortent dans ces consultations qu'on ne voit pas dans nos outils de planification. Ça permet différents scénarios à analyser. Ça sensibilise le milieu aux décisions d'aménagement. Puis ça fait émerger souvent des solutions plus adaptées. Un des éléments qui a été mis en place dans les dernières années aussi, c'est qu'à l'automne 2020, dans le cadre du lab de déminéralisation, il
il y a eu une grande consultation publique pour les 5 quartiers centraux de la ville où ce que les citoyens venaient épingler sur une carte interactive tous les endroits qu'ils voyaient ou qu'ils pensaient intéressants à déminéraliser. C'est plus de 1069 épingles qui ont été apposées. On est encore à analyser le tout. Il y a beaucoup, c'est une richesse importante de lieux et d'informations pour nos prochaines interventions. Le processus de mise en œuvre, un peu comme je vous l'ai présenté, c'est une analyse multicritère. On identifie les projets à fort potentiel. Ceux qui sont à fort potentiel d'améliorer la qualité de vie urbaine, sont priorisés. Et il y a une équipe de projet qui devient dédiée au projet et qui permet la réalisation. Puis ceux à plus faible potentiel, continuent un peu plus dans nos processus réguliers. Ils sont bonifiés, mais nécessitent souvent moins une grande équipe multidisciplinaire pour arriver à la réalisation. Dans les dernières années, on a fait plusieurs projets dans des milieux très différents, à des échelles différentes, puis avec des aménagements très différents. Donc, malgré qu'on soit intervenu dans des quartiers centraux, on était intervenu aussi en périphérie, dans des milieux plus aisés, moins aisés, dans des artères d'importance, dans des artères très locales. Donc, cette diversité-là nous permet de mieux connaître comment mettre en place un processus pérenne. Je vous présente en rafale rapidement le projet du chemin de la Canardière. D'ailleurs, plusieurs collègues sont présents aujourd'hui qui ont contribué fortement à la réalisation de ce projet. Dans le cadre de ce projet, il y a eu une création d'une place publique avec des pavés percolants. On a eu l'intégration d'œuvres d'art. On a eu du verdissement sur les propriétés privées. Et ça, c'est un des éléments qu'on met en place de plus en plus quand on intervient sur des grandes artères. Mais on profite de l'opportunité de nos travaux pour ce qu'on appelle affectueusement extensionner le bras de la pelle mécanique pour venir déminéraliser les surfaces des résidents en négociation, bien sûr, avec eux. On installe souvent ce qu'on appelle la terre et après et le gazon et tout ce qui est les végétaux subséquents qui veulent installer. On peut même aller jusqu'à la plantation d'arbres. Dans le cas de Canardière, c'est la ville qui a procédé à la plantation des arbres. Donc, c'est des centaines d'arbres supplémentaires là, qui peuvent être venus être implantés, mais c'est surtout l'interface entre le domaine public et privé qui est aussi bonifiée. Donc, les surfaces déminéralisées sont beaucoup plus importantes. Je vous ai mis quelques avant-après, dont mon collègue Martin Gignac, qui est présent aujourd'hui, avait fait un montage photo que je trouve extrêmement parlant. Vous voyez résidence avant, résidence après les travaux, la même chose avec un commerce de proximité. On vient bien l'alignement des nouveaux arbres qui ont été implantés. Donc, une autre situation là, où on voit vraiment la désimperméabilisation qui a été faite dans le cadre de ces projets. Au niveau du lab de déminéralisation, ce qui était souhaité, c'est de venir faire 10 projets pilotes innovants avec chacun une particularité différente pour déminéraliser 1000 mètres carrés, planter une centaine d'arbres, pour venir monitorer, bien sûr, les bénéfices et les façons de faire pour déployer à plus grandes échelles. La participation citoyenne est au cœur du processus. Donc, subvention d'1 million de dollars obtenue des paliers supérieurs gouvernementaux. Premier projet réalisé, c'était la rue Bouffard. Ce qui était intéressant dans le cadre de ce projet, c'est que c'était une rue à sens unique qui avait une redondance dans la trame. En fait, vous quittiez une voie pour prendre une voie à sens unique, pour revenir sur une voie à sens unique qui vous ramenait sur la voie que vous veniez de quitter. Donc, grand potentiel de plus de 300 mètres carrés de déminéralisation, c'est 9 arbres, 91 arbustes, plus de 1000 plantes vivaces. C'est aussi la gestion optimale des eaux pluviales en plein centre-ville. Donc, ça a vraiment permis de venir tester des nouveaux aménagements et on continue. Chacun des projets va être à une échelle différente avec un besoin différent. Au niveau des partenariats de recherche, en 2020, la Ville de Québec a été membre fondateur de la chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu. En fait, la Ville de Québec a contacté la Faculté de foresterie de l'Université Laval pour un besoin de recherche appliquée
vraiment sur l'arbre urbain, mais aussi sur son implantation dans la trame urbaine, comment mieux le protéger dans le cadre de nos travaux, comment voir aussi comment va évoluer nos fosses de plantation. Donc, c'est un financement de 2 millions de dollars de la Ville de Québec sur les 5 prochaines années. On est aussi en très grande collaboration avec le laboratoire d'intégration de l'écologie urbaine UU sur comment améliorer le verdissement de nos gonflements de trottoirs, de nos terre-pleins, de manière à ce que les plantes soient beaucoup plus résilientes et mieux adaptées justement aux périodes de sécheresse, aux périodes de sel, de venir voir aussi les substrats, comment les substrats ne surchauffent pas en période d'été. Et bien sûr, on a aussi un partenariat avec l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, dans un objectif vraiment de sensibilité du milieu et à connaître quels sont les freins aux décideurs à venir implanter des grands projets d'aménagement urbain de verdissement. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est l'acceptabilité sociale à tous les niveaux, du décideur jusqu'aux citoyens de ces projets. Voici en rafale un exemple d'action de travaux en collaboration, entre autres, avec la Chaire de recherche et la Ville de Québec. C'est le développement des nouvelles fosses structurales de plantation qui sont inspirées de celles développées par Montréal. Donc, la Chaire va venir monitorer par après, dans le fond, l'implantation des végétaux. Ce qu'on vient voir, bien, je vous présente rapidement, vous voyez la différenciation de couleurs. Donc, l'avenue Maguire, une artère commerciale de proximité intéressante, est devenue un laboratoire urbain pour tester plusieurs types de fosses différentes dans le même contexte urbain pour venir voir quelles sont les méthodes les plus performantes à long terme et bien sûr aussi comment vont se comporter les végétaux. Donc, une des principales fosses, c'est la fosse en béton armé. Donc, je vous ai mis quelques images tirées de notre consultant qui permet de venir voir les façons de faire d'implantation de cette nouvelle fosse où ce qu'on implante dans le fond de la terre, on va le voir après, et par-dessus, on a une dalle structurale en béton qui permet de poursuivre nos infrastructures, mais le végétaux, lui, a une grande accessibilité dans le fond, à de la terre plutôt qu'à des matériaux terre-pierre ou d'autres types de matériaux. Donc, c'est un élément qu'on souhaitait tester afin d'augmenter les volumes de sol disponibles dans le cadre de Québec. Et pour la réponse par rapport au sel de déglaçage, bien, actuellement, à Québec, il y a une pratique quand même très importante aussi d'ajout de bordure en bordure des fosses pour protéger aussi des équipements de déneigement, pour aussi diminuer un petit peu le ruissellement de sel. Mais on a d'autres types de fosses où on a des ouvertures pour permettre à l'eau de percoler. Donc, toutes les recherches là, au niveau du sel sont des éléments intéressants dans les prochaines années à venir suivre. Et c'est un des éléments qui va être monitoré, entre autres, par la chaire dans quels sont les éléments qui se sont retrouvés dans le substrat à long terme, mais aussi, est-ce que les ponts racinaires qui ont été développés pour aller chercher certains autres types de milieux ont été adéquats. Je vous ai mis rapidement les coupes types qui nous permettent de mieux venir voir. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment ici, plantation de l'arbre dans du terreau et l'extension du terreau, dans le fond, sous la dalle de trottoir. On en a plusieurs exemples. On a testé aussi des arbres en grille, des arbres avec des bordures de béton. Donc, tous ces éléments-là vont être suivis à long terme. Hervé, tantôt, parlait aussi des systèmes modulaires de type Silvocell. Donc, on est venu implanter, dans le fond, une série de Silvocell aussi sur l'avenue Maguire afin de venir voir à long terme entre la fosse de béton structural, le Silvocell et l'utilisation de mélanges terre-pierre de type sol dans d'autres végétaux, qui va avoir les arbres qui vont se déployer, comment le tout va se comporter, mais aussi le coût. Ça, c'est un autre élément très important, c'est un coût financier, venir voir aussi quelle technologie est le plus abordable. Donc, on va continuer ce type de test dans d'autres rues pour essayer de déterminer là, quelle est la meilleure intervention. Donc, en conclusion, voilà pourquoi la stratégie de développement durable et les 5 défis collectifs sont les piliers d'une planification intégrée de nos infrastructures vertes dans les milieux de vie durables. Donc, on voit, c'est vraiment un travail multidisciplinaire de plein de disciplines pour permettre l'implantation d'arbres et de gestion des eaux pluviales, excusez-moi, dans des milieux urbains denses. Merci, Ghislain.
tu es arrivé direct au bout de la présentation. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et ces réflexions, ces prospectives en termes de solutions techniques et de stratégies. Et on voit bien là le lien entre l'analyse de la place de l'arbre dans l'aménagement et toutes les réponses communes qui sont apportées avec la gestion des eaux pluviales. Alors, on a pas mal de questions cette fois-ci. Ils ont senti qu'il fallait les poser avant la fin pour pouvoir avoir l'échange. Peut-être avant qu'on les épluche, et peut-être que Laetitia m'aidera là-dessus. Moi, j'avais déjà deux questions pour revenir sur l'intervention de Louise et de Ghislain. Vous avez tous les deux évoqué la valeur économique des services écosystémiques. Est-ce que c'est une méthode formatée que vous avez et qui intègre la question de la réduction des ruissellements et des inondations? Les méthodes que j'ai présentées, moi, en fait, étaient issues d'une modélisation avec un logiciel i3. Là. C'est un modèle mathématique qui a été développé, mais qui peut être peaufiné, qui peut être optimisé. En fait, c'est une excellente question que vous posez. Il y a des travaux aussi qui ont été réalisés avec le Municipal Natural Asset Initiative, le MNAI, qui est une organisation pan-canadienne de laquelle la Fondation David Suzuki était membre, qui la valeur des services écologiques pour la gestion de l'eau rendue par les infrastructures naturelles dans une douzaine de grandes villes canadiennes. Malheureusement, il n'y en a pas encore au Québec qui ont utilisé ces éléments-là. Et ce qui est cherché à être fait dans ce contexte-là, c'est de voir comment capitaliser sur la livraison des services écosystémiques dans les budgets municipaux. Parce que, en fait, quand on considère les infrastructures naturelles comme des actifs à entretenir, on va les budgéter de façon différente dans nos les infrastructures, surtout si on est capable d'ajouter une ligne budgétaire de revenus à cause de ces services écologiques-là. Mais ça appelle à standardiser les façons de faire. Et je sais que je pense que il y a le Conseil de standardisation, voyons, le CSA, là, qui est en train de se pencher sur des méthodologies, comment arriver à standardiser les services écologiques qui sont rendus par les écosystèmes terrestres. Parce que si ce n'est pas standardisé, bien, tout le monde peut faire dire qu'est-ce qu'il veut aux chiffres. Là, donc, c'est ça fait partie des projets en cours au Canada. Actuellement, peut-être en complément d'information, nos sources d'information, autant de Mme Métier que de chez nous, proviennent du logiciel i3 qui a été développé en fait par les Américains, le USDA. C'est Jérôme Duprat aussi qui était le même chercheur avec Ouranos, entre autres chez nous, qui a fait les mêmes études. Donc, ils sont comparables. En fait, les chiffres qui ont été donnés dans les deux présentations, c'est le même chercheur finalement qui a utilisé le même logiciel dans les deux cas. Ok, super. Parce qu'effectivement, il y a quand même des questions sur les coûts de gestion. Est-ce que les coûts de gestion des espaces verts dans l'étude de Ghislain a été quantifié? Est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est contrebalancé par cette vision des bénéfices? Ben, oui, actuellement, c'est un frein et plusieurs de mes collègues risquent de sourire, même si leur caméra n'est pas nécessairement ouverte. Souvent, l'aménagement ou le verdissement est vu comme une dépense et non comme un investissement. Il y a à peine quelques années, on a réussi enfin à mettre beaucoup d'éléments plus dans nos plans triennales d'immobilisation. Maintenant, c'est des plans quinquennales. Mais tranquillement, on change la vapeur. Donc, ça devient des investissements, ça devient des plus-values et ce n'est pas vu nécessairement comme juste une dépense d'entretien pour la municipalité. Donc, vraiment, c'est un peu pour ça qu'on a donné des études des bénéfices écosystémiques. C'est un peu pour ça qu'on développe aussi des nouvelles façons de faire, les sites canopés, parce que c'est tous ces avantages-là. Et quand je reviens à mon côté très citoyen, bien, eux sont aussi très porteurs de cette volonté-là. Donc, c'est important qu'ils soient présents. Tout à fait. OK. Juste pour la question de l'entretien, c'est la question qui revient tout le temps pour justifier de ne pas utiliser d'infrastructures naturelles ou qu'on remet en question. Avec la Société québécoise de phytotechnologie penche fortement en faveur de créer sa prochaine fiche technique sur l'entretien des phytotechnologies parce qu'on le sait qu'il y a des avantages coûts-bénéfices majeurs. Là, donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, bien, contactez-moi parce qu'on est en train de faire l'idéation de notre prochaine fiche technique à ce propos. D'accord. Très bien, merci. Je crois que Sylvie Barrault voulait réagir. La difficulté, alors moi je suis très sensible effectivement au fait qu'il faut créer des équilibres entre les coûts et puis les bénéfices écosystémiques. Je ne suis pas certaine que la traduction en termes économiques est une bonne solution, notamment dans nos cultures. Ça, c'est très anglo-saxon.
Parce qu'en fait, c'est un bénéfice, mais qui n'apporte pas d'argent. Donc, il faut vraiment, nous, on est plutôt, et peut-être qu'Hervé sera d'accord ou pas, mais peut-être plutôt miser sur effectivement les bénéfices écosystémiques, mais en termes qualitatifs. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça, etc. Plus que des dollars opposés ou des euros à opposer. Voilà, donc c'était juste moi. C'est une excellente intervention. En fait, ça devient un coffre à outils. C'est un outil dans le coffre à outils d'éléments à laquelle ça nous permet de vendre cette plus-value. Mais en effet, ce n'est pas la solution unique, qui est loin de là parce qu'on l'a essayé nous-mêmes et ça atteint des freins assez rapidement. Oui, c'est le même état d'esprit que Sylvie. On ne souhaite pas essayer de monétariser tout ça et de mettre un coût en face, mais plutôt sur montrer qu'il y a un intérêt sur les écosystèmes, sur les îlots de fraîcheur, avec des choses qu'on va mesurer sur des écarts de température, sur de l'eau qui va être plus infiltrée, moins infiltrée, etc., sur un cadre de vie plus sympa, mais essayer de ne pas forcément monétariser toutes ces... Ouais, je pense qu'effectivement, c'est peut-être très anglo-saxon, mais je pense qu'il y a des contextes où la stratégie est engagée et on va mettre en évidence les bénéfices environnementaux, écologiques, etc., acquis avec cette stratégie. Je pense que pour marquer les esprits, impulser et démarrer des projets sur des territoires qui ne sont pas du tout engagés, je pense que ça peut être des arguments intéressants, même s'ils ne sont pas les plus pertinents. Et c'est un outil parmi d'autres. Si je peux compléter de notre côté, tu sais, moi, je suis une écologiste de formation, là, puis ça me choque de mettre un prix sur la vie. C'est tout à fait choquant, puis je comprends vos interventions. Mais fonctionnellement, ça fait plusieurs années que j'évolue dans ce milieu-là. Si on ne met pas des chiffres de dollars, on n'arrivera jamais à convaincre les investisseurs. Et en mettant des chiffres de dollars comme ça dans nos études, ce qu'on est parvenu à faire, notamment, c'est d'influencer dans le plan de développement durable de la Ville de Montréal. Ils ont décidé de consacrer de 10 à 15 du plan quinquennal d'immobilisation dans l'adaptation au changement climatique en priorisant les infrastructures naturelles. C'est une première mondiale, je crois, de dévouer autant d'importance économique à ces services-là. Et la valeur économique est aussi importante. Je vous ai montré une étude qui parlait du 1 pour les infrastructures naturelles et les phytotechnologies. C'est basé sur une loi qui existe au Québec et en France aussi, d'ailleurs, vous étiez notre inspiration, sur l'implantation d'ouvrages artistiques lors de construction. Donc, quand on construit quelque chose, chez nous, on a la loi du 1 qui nous force à contribuer à l'installation d'un ouvrage artistique. Là, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait dire 1 pour les infrastructures naturelles et les phytotechnologies pour chaque travaux d'aménagement sur le territoire public ou privé pour arriver à augmenter la proportion d'infrastructures végétalisées. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 1 ça a beau être symbolique, c'est pas suffisant et ce n'est pas à la hauteur des investissements qui sont faits en ce moment, même pour l'aménagement de la végétation dans les bordures de routes. Donc, c'est pour ça qu'on est passé par une évaluation économique pour voir jusqu'à quelle hauteur on devrait arriver pour être capable d'investir suffisamment pour s'adapter au changement climatique parce que ça va dévaster notre économie si on ne le fait pas. Mais sur ma proposition première, c'est tout à fait choquant de mettre un prix, une valeur de dollars sur du vivant, alors qu'on devrait juste voir sa valeur intrinsèque, qualitative, comme vous l'évoquez. Merci pour cette discussion et c'est autour de l'approche économique. On a plein de questions ensuite sur la partie technique. Oui, et notamment beaucoup sur les types de suivi qui ont été mis en œuvre sur la Ville de Québec. Est-ce que vous suivez les volumes, les réductions de surverse et aussi est-ce que le rafraîchissement urbain est mesuré, quantifié, identifié au niveau de tous vos systèmes et de la chair arbre normale? Oui, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Nous, en tant que ville, au niveau de la chaleur, ce n'est pas un élément lequel on suit directement. Par contre, il y a un mythe très important. Je reviens à l'Institut national de santé publique qui est présent. Elle fait beaucoup de monitoring et d'ailleurs, un des chiffres forts, c'est qu'actuellement, il y a une variation de 7 degrés Celsius entre la basse ville de Québec, donc les quartiers plus centraux, plus faubouriens, et la haute ville avec des quartiers beaucoup plus aérés, avec beaucoup plus de verdure. Donc, c'est beaucoup plus le palier supérieur du gouvernement du Québec qui suit actuellement ces niveaux-là que plus que la municipalité. Mais on est extrêmement liés, donc on connaît les données. On a nos cartes d'îlots de chaleur aussi, d'ailleurs, qui sont sur les données ouvertes du gouvernement du Québec. Ça permet, donc c'est vraiment l'Institut national de santé publique là, qui suit les îlots de chaleur,
les îlots de fraîcheur, les températures, mais on est extrêmement liés avec eux. Il y a aussi une étude en cours avec l'Université Laval reliée là, au risque de chaleur et de la vulnérabilité. Donc, on est en collaboration, mais on n'est pas le porteur, je vous dirais, de ces éléments-là. Pour ce qui est de l'autre question, c'était beaucoup plus sur les volumes d'eau. Est-ce que je me trompe? J'essaie de le retrouver. C'était sur les suivis, en fait, notamment, et sur est-ce que vous suivez les volumes et les réductions de surverse suite à l'installation notamment des pieds d'arbre? Oui, c'est beaucoup plus mes collègues là, du service de l'ingénierie, puis Alexandre, entre autres, qui est présent, mais eux aussi ont beaucoup de partenariats actuellement de recherche, autant avec l'INRS, avec l'Université Laval. Donc, c'est une toile d'araignée, finalement, de suivi, de monitoring là, qui est en cours. Donc, oui. OK, il y a aussi des questions du coup sur la partie plus liée à l'ouvrage, sur le choix de bordure autour des fosses d'arbres, mais je crois que tu l'as expliqué, on veut se protéger du sel et des intrants. Et pas juste. Et beaucoup de la machinerie, en fait. Ce qu'il faut dire, Québec reste une ville avec beaucoup de précipitations. Hein. C'est quand même 300 cm de neige annuellement en moyenne qui tombe sur le territoire, mais c'est aussi beaucoup d'épisodes de pluie verglaçante, de neige entremêlée. Donc, la bordure permet d'éviter beaucoup de bris mécaniques aux arbres qu'on observait. Puis, si vous regardez les milieux dans lesquels on vient s'insérer, ce n'est pas partout le cas. Là, je vous ai présenté vraiment les milieux denses des artères commerciales, donc qui nécessitent souvent des niveaux d'entretien plus élevés parce qu'une plus grande fréquentation. Mais quand on est dans des rues beaucoup plus périphériques, on a ce qu'on appelle des banquettes, dans le fond, qui là, eux, n'ont pas de bordure et permettent beaucoup plus le ruissellement. Ça dépend du milieu dans lequel on s'insère. Le développement des massifs en terreau, etc., sous la dalle, vous avez un peu de retour, un peu de recul sur le bon fonctionnement de ces espaces? Nous, dans notre cas, on les a implantés l'été dernier sur Magua, c'est qu'on a eu un financement un peu plus particulier pour l'innovation. Par contre, la Ville de Montréal, c'était déjà quelques années qu'ils le testent sur leur territoire. On avait été les visiter dans le cadre de l'implantation du tramway de Québec et jusqu'à maintenant, ils avaient un excellent retour de croissance. Donc, on a voulu venir tester dans un milieu un petit peu différent et la poursuite est ajouter la bordure. Ce que vous avez vu, Québec en fait venait ajouter la bordure de granit qui n'était pas dans la conception actuelle de celle de Montréal. OK. Et une question peut-être un peu plus hydraulique, en demandant si chaque ouvrage avait une étude hydraulique spécifique pour être dimensionné et conçu. Et puis une autre question qui était plutôt pour Lyon et Québec, pour savoir si ces arbres de pluie avaient des connexions directes avec le réseau d'assainissement traditionnel ou pas. En fait, est-ce qu'il était à nouveau connecté au réseau, ces arbres de pluie, ou tout était infiltré en fait au niveau de l'eau pluviale? Au niveau de Québec, on n'est pas directement connecté. Par contre, il y a certains éléments, certains ouvrages passés où ce qu'on peut avoir des arbres plantés dans des fosses qui, elles, sont connectées, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Là, on les connecte pas. Là. Au niveau de Lyon, je ne peux répondre. Hervé? À Montréal, il y a des fosses qui sont connectées, comme la photo des nouveaux végétalisés que j'ai présentée avec les canaux d'égout. Donc, quand la fosse est remplie, il y a une surverse qui se fait vers les égouts. Oui, sur le boulevard Papineau notamment, je crois. Oui, entre autres. Pavillon d'accueil, Gouin. Et pour Lyon, tous les arbres de pluie, pour l'instant, ne sont pas connectés au réseau d'assainissement, puisque l'objectif, c'est de capter les eaux qui sont sur le fil d'eau pour les infiltrer. Et une fois qu'il y a le surplus, ça continue sur le fil d'eau, ça va rentrer dans l'arbre de pluie après, le surplus va continuer à décoller, etc. Donc, il n'y a pas de connexion au réseau unitaire. Oui, c'est la voirie qui est connectée, en fait. C'est-à-dire quand ton espace autour de l'arbre est saturé, c'est la voirie qui prend le relais. C'est la voirie qui prend le relais avec le fil d'eau. Et c'est pour ça que toutes les petites pluies vont être infiltrées et les grosses sont continues, donc sans faire de gros investissements sur le réseau existant, à aller au réseau unitaire. Ok, peut-être une dernière question technique liée à l'infiltration. Et il y a eu 2 fois la question posée sur la distance aux habitations existantes et sur les argiles gonflantes aussi. Mais cette notion de distance, est-ce que vous avez des règles de précaution par rapport aux bâtis existants? Des règles de distance par rapport aux bâtis existants pour faire de l'infiltration?
Pour Lyon, ça va être au cas par cas. Il y a des endroits, quand on est sur des habitations modernes avec des niveaux de parking souterrain -2 ou -3 qui vont taper dans la nappe, je ne vois pas pourquoi l'infiltration superficielle poserait un problème. Quand on est sur des bâtiments plus anciens haussmanniens avec des caves, là oui, on fait un peu plus attention. Merci. C'est exactement un peu la même réponse pour Québec. Ça dépend vraiment du milieu du projet. Un exemple que je n'ai pas présenté, là, mais des fois, justement, on a des plus petites bandes végétales en bordure d'anciens bâtiments avec des fondations de pierre, entre autres sur cette amboise. On est venu installer une membrane perméable pour éviter que l'eau aille vers le bâtiment, puis s'en aille vraiment directement, plus après sous trottoir et vers la chaussée s'il y a eu. Si je peux ajouter pour Montréal, je ne sais pas au niveau de la réglementation des projets spécifiques, là, parce que je ne travaille pas pour la ville, mais je sais qu'il y a un enjeu qui avait été étudié, évoqué, qui était la proximité des routes. Donc, si on favorise l'infiltration dans le sous-sol au Québec, on a des gelées régulières et ça pourrait endommager les structures des routes. Et c'était une grande appréhension qui était présente chez les ingénieurs. Puis les premiers ouvrages de biorétention qui ont été aménagés, notamment sur la rue Chabanel, il y avait vraiment creusé des murs verticaux très profonds pour s'assurer que l'eau s'infiltre et qu'elle n'aille pas ruisseler sous la chaussée puis causer des dommages. Et ça faisait une implantation vraiment trop coûteuse. Et au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas une appréhension fondée. C'est-à-dire qu'on avait comme un peu surconçu le système et que finalement, d'autres études, même après ça, ont démontré que les biorétentions, même si la végétation est dormante, pouvaient jouer un rôle épurateur de la qualité de l'eau, même sous couvert neigeux. Donc, ce qui est un peu contre-intuitif, là. Donc, c'était peut-être ce que je voulais apporter par rapport à la distance des ouvrages bâtis. Moi, je pourrais apporter j'apporterai un élément complémentaire aussi. Ici au Canada, récemment, on a adopté une norme, la norme CSA, comme les normes standards canadiens, là, le Canadian Standard Association. Donc, cette norme-là sur la conception des systèmes de biorétention, puis une norme sur la construction des systèmes de biorétention. Dans la norme sur la conception, justement, les préoccupations quant au recul par rapport aux aux réseaux techniques urbains, les fondations, les routes, tout est dicté. Puis justement, dans le pire des cas, on utilise la membrane imperméable. Puis par rapport à la connexion tout à l'heure aux réseaux municipaux, présentement, les fosses d'armes, comme Ghislain l'a dit, ne sont pas connectées. C'est des ouvrages 100% infiltration. Mais tout ce qui est système de nœuds ou système de biorétention sont connectés. On ne réalise toujours pas présentement d'ouvrages 100% infiltration du côté de Québec. C'est toujours connecté au réseau municipal ouais, c'est ça. Donc, merci. OK. Merci pour ces précisions, Alexandre. Merci à tous les trois, enfin à tous pour vos réponses. On va passer à la...